Aujourd'hui, explorons ensemble l'un des grands mystères de l'archéologie, les cités perdues de l'Amazone. Il y a 500 ans, les conquistadors espagnols arrivèrent ici à la recherche d'or. Ils n'en trouvèrent pas, mais rapportèrent chez eux quelques récits sur des cités florissantes, perdues au milieu de la jungle. Leurs histoires impulsèrent des centaines d'années d'exploration, hélas toutes infructueuses. Mais aujourd'hui, grâce à des découvertes révolutionnaires, il se pourrait bien qu'on ne tarde plus à retrouver ces cités perdues. Suivez-moi sur les traces des explorateurs du passé et d'aujourd'hui. Et aventurons-nous dans la jungle profonde, à la découverte d'une tribu indigène. Vous dites qu'ils ont fait bouillir le corps? Et retrouvons enfin la trace de ces cités perdues de l'Amazone. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Amazonie, nous voici! L'Amazone est le plus grand fleuve du monde. C'est un système complexe de voies navigables, aussi étendu que le continent européen. Il est bordé d'une jungle impénétrable, refuge d'animaux sauvages, et fut pendant des siècles surnommé l'enfer vert par les explorateurs. Un certain nombre d'entre eux étaient partis à la recherche de l'or. D'autres étaient persuadés que s'ils pénétraient plus profondément dans la forêt, ils découvriraient les ruines de civilisations anciennes. Je suis George Bernstein. Je suis venu ici, au Brésil, dans le but d'explorer l'un des plus grands mystères de l'archéologie, les cités perdues de l'Amazone. C'est au XVIe siècle que les premiers Européens pénétrèrent le bassin amazonien. Un groupe de conquistadors espagnols, sous le commandement de Francisco de Orellana, voyagea depuis la côte pacifique à la recherche de El Dorado, la légendaire cité de l'or. Ils ne trouvèrent pas El Dorado, mais le chroniqueur d'Orellana rapporta entre autres la présence d'importantes populations le long du fleuve. Nous admirions les rives, remplies de villages et de villes. Certaines s'étendaient même sur 5 lieues, sans rien qui séparait les maisons entre elles. C'était magnifique. Cependant, plus tard, aucun aventurier ne put confirmer cette découverte. En réalité, toutes les expéditions qui suivirent rapportèrent que seules les tribus les plus primitives considéraient l'Amazone comme leur pays. Un seul homme restait convaincu qu'il était possible de retrouver les cités perdues. Le lieutenant-colonel Percy Fawcett. Il était un membre éminent de la Société royale de géographie. Ses nombreux exploits étaient rapportés dans de très nombreux journaux à travers le monde. Fawcett, descendant direct d'Indiana Jones, passa 30 ans de sa vie à la recherche des ruines des anciennes cités de l'Amazone. Sa source d'inspiration? Les chroniques d'Orellana et d'autres explorateurs espagnols. Leur récit était l'obsession de sa vie, à tel point qu'il le conduirait jusque dans la tombe. Il débuta son périple vers 1906. Il lui fut demandé de cartographier les parties inexplorées du fleuve Amazone. Il était alors l'un des rares Européens désireux de risquer des rencontres avec les indigènes d'une part et avec les animaux sauvages d'autre part. J'ai foulé des sols jamais foulés par les autres explorateurs, et les indigènes m'ont parlé, et parlé encore de ces bâtiments, de ces gens là-bas, et puis de toutes ces autres choses étranges. De l'existence des anciennes cités, je n'ai jamais douté un seul instant. Fawcett disparut mystérieusement en 1925. Cette tribu, les Kouikourou, sont les descendants des derniers hommes à l'avoir vu vivant. Aujourd'hui encore, il leur arrive d'évoquer cet homme qu'ils appelaient le colonel. Mais le premier indice qui nous permet aujourd'hui de dire que Fawcett n'avait pas cherché pour rien fut découvert à environ 1000 km de là. Nous voici dans la ville de Belém, au Brésil. C'est ici que l'Amazone rencontre l'Atlantique. À partir du 19e siècle, de magnifiques objets d'artisanat inédits ont commencé à faire leur apparition sur les marchés de la ville. Ils provenaient d'une île proche de Belém, Marajo. Ces objets fascinaient, car leur sophistication prouvait que non loin d'ici, en Amazonie, vivait une société avancée et complexe. Donc, si non loin existait une société complexe, se pouvait-il qu'il existe a fortiori des villes? Pour le découvrir, je me rends sur l'île de Marajo. C'est en face de Belém, sur l'embouchure de l'Amazone. La plus grande partie de l'île est recouverte d'eau, et ce pendant 10 mois de l'année. De plus, il n'y a pas de route,
Mais par chance, en ce moment, l'île est tout de même accessible. Par avion, cela va sans dire. Je rencontre Denise Chan, une universitaire de Belém qui travaille aussi au musée Emilio Geldi. Elle me parle d'un site où elle a découvert quelques-uns de ces objets mystérieux, enterrés sous de vastes monticules de terre. La datation au carbone indique que ces sites sont vieux de 1500 ans. Regarde, nous y sommes. Les monticules comme celui-ci ont donc été faits par les hommes? Oui. Cela ressemble à une petite colline perdue au milieu de la végétation. Il fait quelle dimension? Il couvre presque 3 hectares. C'est énorme! Ouais, et 12 mètres de hauteur au total. Les monticules protégeaient les habitants des fortes inondations saisonnières. Mais ils offraient bien davantage encore, puisqu'ils servaient aussi de cimetière. Chaque génération bâtissait sur la précédente. Ainsi, le sous-sol des monticules est rempli d'urnes funéraires et de céramique. Il y a de la poterie? Mais en fait, tout ça, ce sont des morceaux de... Je peux en retirer un ou deux? Vas-y. Il y en a plein. Regardez ça. Tous ces morceaux que je retire sont en fait des tessons des céramiques déposées sur place il y a longtemps. Ne le prends pas mal, mais j'avais un peu de mal à te croire lorsque tu me disais qu'il y avait eu plein de gens qui vivaient ici. Pourtant, c'est vrai. Mais tout ça, c'est vrai que ce sont bien des preuves. Dans cette zone, il y avait, disons, 2-3 000 personnes peut-être. Ces personnes ont disparu il y a bien longtemps. Mais la poterie qu'elles ont laissée derrière elles a permis aux archéologues de concevoir leur mode de vie aux abords de l'Amazone avant l'arrivée des Européens. À notre retour, au bureau de Denise à Belém, tout devient évident. Ces tessons, une fois assemblés, indiquent bien la présence d'une société organisée au bord de l'Amazone. Elles sont énormes. Elles servaient à quoi? Eh bien, pour ce qu'on appelait la seconde inhumation. On détachait la peau en faisant bouillir le corps, ou on le laissait pourrir quelque part. Ils faisaient bouillir le corps pour détacher la peau, vraiment? Oui, ils pouvaient procéder ainsi. Et parfois, ensuite, ils peignaient les os en rouge. Observe bien ce crâne. Donc, une personne mourait, on la faisait bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste que cela, et puis un coup de peinture rouge et hop, dans une urne? Oui, mais on a rangé ça d'une certaine façon dans l'urne, avec des offrandes. Ces petites céramiques furent trouvées à l'intérieur d'une urne. Regarde. C'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tangas. Ça ressemble un peu à un bikini. Bikini? Oui, Ah ouais. Ils le mettaient comme ça, avec une petite ficelle? c'est joli sur toi. Waouh. Vous alors, les Brésiliennes, avec vos tenues de plage sexy. Les gens étaient inhumés avec toutes sortes d'objets de leur vie quotidienne. Objets personnels, pratiques, cérémoniels, et même un hochet en forme de phallus. Ah oui, c'est assez suggestif. C'est quoi? Eh bien, c'était pour une sorte de rituel. Il vaut mieux pas demander. Ces urnes funéraires s'avèrent être des indices précieux, puisqu'elles permettent de balayer des stéréotypes sur la vie près du fleuve Amazone. Ils étaient inhumés à l'intérieur même des maisons, et cette partie était laissée en dehors du sol. Une partie de l'urne dépassait? Oui. Le fait d'enterrer leurs morts dans leur propre maison, ça ne fait pas penser à une certaine permanence qui va à l'encontre de la culture nomade? Si. C'était une façon de s'affirmer comme partie intégrante du lieu, du territoire. Une façon de dire, c'est nous qui vivons sur cette terre. Un certain nombre d'archéologues pensaient que ce type de société était incapable d'évoluer ici. Et nous savons aujourd'hui que sur l'île de Marajo, cette société a bien évolué et qu'elle a perduré 900 ans. La société installée sur l'île de Marajo était bien établie. Ces pratiques funéraires, ainsi que ces installations, suggèrent un certain état d'avancement. Mais qu'en était-il des autres cultures dans la région? Les autres sociétés situées plus loin en amont du fleuve étaient-elles aussi bien implantées? Aureliana et les explorateurs qui descendirent le fleuve ont-ils vraiment pu trouver des villes le long de ces rives? Une seule façon de le savoir. Je tente de résoudre un mystère qui a intrigué des générations d'explorateurs. Existe-t-il des ruines de cités anciennes dissimulées le long des rives de l'Amazone? Tous ces morceaux que je retire sont en fait des tessons. J'ai découvert que d'importantes sociétés sédentaires existaient à l'embouchure du fleuve. Mais se pourrait-il qu'il en existe aussi à l'intérieur des terres? Il me faut maintenant remonter sur environ 1600 km afin de poursuivre mes recherches. Ma destination est Manaus, au cœur de la forêt tropicale humide.
C'est ici précisément que de nouvelles fouilles ont permis aux archéologues de reconsidérer la possibilité de l'existence de cités perdues dans cette vaste région. Manaus est le port le plus important sur le fleuve Amazone. Cette ville débordante d'activités est connue pour son marché qui draine des produits de toute la région. De là, je remonte le fleuve en bateau en compagnie d'Helena Lima, qui est chercheuse à l'université de Sao Paulo. À peine sorti de Manaus, je remarque que les rives du fleuve sont totalement désertes. Absolument aucune trace d'activité humaine. Jusqu'à une date récente, la plupart des archéologues admettaient sagement que l'Amazonie était un désert humide, bien trop peu fertile pour supporter une importante population sédentaire. Mais Helena me montre un endroit précis, celui où l'explorateur espagnol Orellana rapporte qu'il a vu des milliers de maisons le long du fleuve. Si j'ai bien compris, il y aurait eu une enfilade de villages à cet endroit? Oui. Combien de personnes environ? Disons que d'après les chroniques du XVIe siècle, les villages se succédaient les uns tout contre les autres. C'est magnifique. Vu d'ici, c'est une superbe plage. Après 1h30 de bateau, nous arrivons à un endroit appelé Assutuba. Voilà, c'est le site d'Assutuba. À première vue, le site d'Assutuba n'est rien d'autre qu'un morceau de terre planté de quelques arbres. Nous marchons sur le site archéologique. Je ne vois rien qui y ressemble pourtant. La chose, enfin l'élément le plus important, c'est le sol. Regarde ceci. C'est la Terra Preta di Ijio. Comment dis-tu? Terra Preta di Ijio, ou terre noire indienne. C'est un sol extrêmement fertile, ce qui en fait un élément clé de la recherche archéologique ici. Comment se fait-il que ce sol soit noir? En fait, c'est une terre qui a été fabriquée par l'homme lors de l'occupation de la zone. On retrouve d'ailleurs beaucoup de tessons, preuve que des gens ont habité ici. Regarde, il y en a partout. Regarde. En voici un beau. La poterie et la terra preta sont toutes les deux les produits de la présence humaine. Helena m'explique que la Terra Preta est un authentique mystère archéologique. Hautement fertile, cette terre noire fut d'abord considérée comme une terre naturelle. Mais désormais, il est admis qu'elle est le résultat d'une manipulation de l'homme. Cependant, en dépit de plus d'une centaine d'années de recherche, aucun scientifique à ce jour n'a encore trouvé la formule d'enrichissement de la Terre. La plupart des gens pensaient que des plantes telles que celle-ci ne supporteraient pas le sol amazonien. On pensait aussi qu'une société ne pourrait jamais s'établir ici, obtenir des récoltes, et apparemment on pourrait. Cette terre noire est la preuve que des gens y sont parvenus à une époque. De nos jours, les tribus amazoniennes pratiquent la technique traditionnelle du couper et brûler. La jungle est nettoyée par le feu et replantée avec du manioc. Chaque parcelle est ainsi cultivée pendant quelques années, puis abandonnée au profit d'une nouvelle. Durant la plus grande partie du XXe siècle, les archéologues ont pensé que cette technique était la seule qui fût jamais pratiquée en Amazonie, et que donc, dans la mesure où elle était inadaptée pour nourrir des populations importantes et denses, la présence de villes était tout simplement inconcevable. Mais l'agriculture pratiquée sur Terra Preta s'avère bien plus productive que celle pratiquée via la technique du couper et brûler. La preuve ici. Cela corroborerait d'ailleurs les écrits d'Orellana. Nous nous trouvons à 2,5 km de l'endroit où nous étions tout à l'heure. Mais il s'agit du même site. C'est exactement la même terre. Elle s'étire jusqu'ici? Oui, c'est ça. Je veux te montrer quelque chose. Elles ont été trouvées lorsque la route a été percée. Ce sont des urnes funéraires. Regarde. Une ici et l'autre là. Enterrée. Ici aussi. Oui, oui. Là aussi, c'est de la Terra Preta. Oui. Tu peux voir aisément la limite entre la terra preta et la terre jaune. Il y en a presque 1 mètre d'épaisseur. Oui, la couche est épaisse. Tu disais qu'elle s'étirait sur plus de 2 km? Oui. Terra Preta tout le long. C'est une très longue zone, oui. Helena, compte tenu de l'extrême richesse de la Terra Preta, on en fabrique encore? Non, personne ne sait plus la fabriquer. Ah bon?
Oui. Et tous ces gens qui savaient la fabriquer? Lorsque les premiers Européens arrivèrent, ils découvrirent de grands villages abandonnés le long du fleuve. Tous les gens étaient soit morts de maladie, soit ils avaient migré plus haut le long du fleuve. Oui, essentiellement plus haut. Toute la structure sociale locale s'était effondrée. Oui, je suppose que la connaissance de cette technique de préparation de la terre s'est perdue elle aussi. Oui. Cette terre noire et fertile, extrêmement riche en carbone, reste hélas aujourd'hui un mystère, tout comme elle le fut à sa découverte. Percy Fawcett ne savait rien, lui non plus, de la terra preta. En revanche, il savait beaucoup de choses sur les tessons de poterie trouvés avec. Il en trouva partout où il se rendit alors qu'il traçait sa carte de l'Amazonie. Utilisant un altimètre et un équipement par ailleurs très simple, il explora le vaste bassin amazonien, jamais inscrit sur les cartes jusqu'alors. Mais Fawcett avait à l'esprit bien autre chose que les cartes. Il pensait qu'il existait, dissimulées dans la jungle, des cités de pierre, comme celles découvertes dans les jungles de l'Amérique centrale et du Pérou. Un jour, alors qu'il compulsait des archives à Rio de Janeiro, il tomba sur un document rédigé en 1743 décrivant une cité en ruine, remplie de palais et de places publiques, et perdue au beau milieu de la forêt tropicale humide. Désormais, Fawcett était convaincu. L'image qu'il s'en fit était telle que son fils Jack fut capable d'en faire une représentation, d'après la description de son père. Fawcett appela cette ville Z. Pensant savoir où elle se trouvait, il n'en toucha cependant mot à personne. Lui seul la découvrirait ou mourrait en tentant de le faire. Pour ma part, j'ai bien du mal à associer cette magnifique vision romantique avec ce que j'ai pu voir à Asutuba. Elena, comment on vivait à Asutuba? Le site était beaucoup plus densément peuplé qu'aujourd'hui. Et sachant, comme tu l'as dit, que plusieurs villages se touchaient pratiquement tout le long du site, est-ce qu'on peut donner une estimation du nombre d'habitants dans la région? Je ne prendrai pas le risque de donner un chiffre, mais il y avait du monde, c'est certain. Aujourd'hui, il nous semble bien qu'Aureliana avait raison. Il existait sans doute d'importants villages le long des rives de l'Amazone. Cependant, il va me falloir bien davantage qu'une technique de préparation de la terre, bien davantage que de la poterie, aussi sophistiquée soit-elle, pour me convaincre de l'existence d'une cité de pierre comme celle décrite par Fawcett. Me voici donc sur la trace du colonel Percy Fawcett, afin de savoir ce qu'il est advenu de lui, et afin de retrouver la fameuse cité perdue de Z. Pendant des décennies, les archéologues ont douté de l'existence de cités perdues. Cependant, j'ai découvert des indices irréfutables tendant à prouver qu'elles ont bien existé. Je m'envole maintenant pour une destination au cœur du Brésil, Canarana, une ville située au sud-est, à plus de 1600 km de Manaus. Mon compagnon de voyage est Mike Eckenberger, archéologue à l'université de Floride. Nous survolons l'immense région sauvage de la rivière Xingu. C'est parti! Et c'est parti. C'est la bande la plus large de la forêt tropicale d'Amérique du Sud à être encore contrôlée par les indigènes. Nous partons pour 4 jours. Nous n'aurons ni électricité, ni téléphone. Il y aura bien une radio onde courte, mais j'ai appris qu'il ne faudra pas trop compter dessus. Nous sommes en 1925. Percy Fawcett et son équipe cheminent dans cette région où je me rends aujourd'hui en avion. Il est à la recherche de la cité perdue de Z. Après une première tentative soldée par un échec, il retente sa chance à 58 ans. Si cette expédition n'est pas couronnée de succès, alors tout mon travail en Amérique du Sud sera un échec, car c'est bien là mon dernier voyage. Son fils Jack l'accompagne, et avec eux son meilleur ami, Raleigh Rimmel. Ce dernier pense que si le voyage est un succès, il fera de lui une grande star de cinéma à Hollywood. Ils partent avec 2 guides et quelques mules. Aujourd'hui, Mike et moi, nous nous envolons pour cette même région où Fawcett et son équipe ont voyagé. Fawcett nous aurait détestés. Absolument. On ne voyage pas exactement dans les mêmes conditions. Cela ne nous prendra que quelques heures en avion à Mike et à moi, là où Fawcett et son équipe ont dû marcher plus de 8 jours.
En 1925, aucune piste n'avait encore été ouverte et la jungle amazonienne était pratiquement impénétrable. Notre voyage n'a pas été une partie de plaisir. Nous avons dû tracer notre chemin à la machette sur des kilomètres et des kilomètres pendant que les insectes nous dévoraient. Raleigh Rimel a été mordu par un insecte et a dû retirer une de ses bottes. Bien que je l'ai supplié de rentrer, il insiste et tient absolument à poursuivre avec nous. Fawcett partit de Cuyaba en direction du nord, vers les territoires inconnus de la rivière Xingu. Et c'est exactement là-bas que nous nous dirigeons. Nous survolons à peu près la limite du territoire qui appartient encore aux indigènes. Comme tu peux le voir, c'est une forêt très dense à perte de vue. Rien que de la forêt. Tu vas revoir tes amis? Ça va être formidable de revoir mes amis. Les Kwikuru sont un peuple très amical. Ouais, vraiment, je les aime beaucoup. Nous arrivons près du village des Kwikuru. Mike étudie toujours leur mode de vie et poursuit des recherches sur leur histoire vieille de 500 ans. C'est ici? C'est ici, le village des Kwikuru. C'est génial. Tout le village est venu nous accueillir. Regarde les enfants. Mike a vécu et travaillé parmi les Kwikuru pendant plus de 12 ans. Il est devenu le frère adoptif du chef de la tribu. Personne ne connaît les Kwikuru mieux que lui. Il dit que cette tribu nous apportera son lot de renseignements sur les cités de la région. Ça, c'est de l'accueil. C'est la grande place? Oui, c'est la grande place centrale. Ils sont contents de te voir? Oui, voici Ipsana. Bonjour. Joshua. Enchanté. Le mode de vie des Kwikuru n'a pas beaucoup changé depuis que les premiers Européens sont arrivés. Ils vivent parfaitement isolés et parviennent à se suffire à eux-mêmes. Ils se nourrissent de la culture et de la chasse. Les observer, c'est profiter d'une fenêtre sur le passé. Si l'on met toutefois certains détails de côté. Mais est-ce que parmi ces 300 Kwikuru, et avec l'aide de leur ami Mike, quelqu'un pourra me donner des indices sur l'existence des anciennes cités perdues dans la jungle? Je rencontre Afukaka Kwikuru, le chef du village. On s'assoit? Mike et lui ont travaillé ensemble sur l'histoire des Kwikuru. Ce qu'ils ont appris sur la forêt amazonienne pourra peut-être nous être utile. Afukaka m'explique que son peuple maintient ses traditions depuis plusieurs centaines d'années. Ensuite, Mike me fait visiter le village. Waouh, il est beau, hein? T'as vu le perroquet? Oui, magnifique. Et ces maisons? Une, c'est la maison traditionnelle. Elles abritent beaucoup de personnes? Entre 15 et 20 personnes. Sa position par rapport à la place, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, dépend du rang qu'on occupe dans la société. Les chefs, eux, vivent aux deux extrémités, sud et nord. L'emplacement autour de la place a une signification. C'est tout à fait ça. Cette place, elle est gigantesque? Elle mesure environ 230 ou 250 mètres de large. Et généralement, c'est plutôt autour de 170 mètres. Est-ce qu'on peut dire qu'on aurait vu la même chose il y a 500 ans? À quelques détails près, c'est en effet ce qu'on aurait vu. Mike m'explique que les habitations qui entourent cette place centrale, plus vaste que 2 terrains de football, sont des abris parfaitement adaptés au climat chaud. Josh, 2 ou 3 mots sur ces sculptures. Un jaguar et un crapaud. Elles ne peuvent être fabriquées que dans les demeures des chefs du village. De retour dans la maison du chef principal, on se rend compte que la tribu des Kwikuru diffère résolument des autres tribus plus nomades des rives de l'Amazone. Tous ces emblèmes et ces dessins sont typiques des maisons de chefs.
Et là, c'est quoi? C'est un silo à farine de manioc. La communauté offre tous ses surplus aux chefs qui les entreposent dans ce silo traditionnel. Comme tu peux le voir, il est fait de couronnes souples et de feuilles, ainsi qu'il l'a toujours été au cours de l'histoire de ce peuple. Il contient quelle quantité de farine? On peut estimer qu'ils y entreposent de 2000 à 2500 kilos. Plusieurs tonnes de farine sont nécessaires pour l'année. L'élément de base de toute société complexe, c'est la présence d'une élite politique, d'un groupe de personnes avec un statut qui diffère du reste du peuple, une classe à part. Ici, nous avons bien cette élite, de même que nous avons bien une production agricole à grande échelle et un système de conservation des denrées. Ça ne pourrit pas ici? Non, non, le manioc est conservé une année. Ce village de Kwikuru n'existe que depuis 30 ans. Mais à le voir, on dirait qu'il a toujours été là. Les dimensions des habitations et les possibilités de conserver de grandes quantités de nourriture nous laissent supposer des populations plus importantes dans le passé, vivant peut-être même dans des villes. J'imagine le colonel Percy Fawcett traversant cette région avec son équipe. S'est-il arrêté ici, à l'endroit où nous nous trouvons? Sommes-nous à proximité de la cité perdue de Z? J'ai parcouru des milliers de kilomètres. J'ai traversé l'Amazonie à la recherche de cités perdues dans la jungle. J'ai retrouvé des preuves que des sociétés importantes vivaient dans la forêt tropicale humide. Et aujourd'hui, sur les traces du colonel Percy Fawcett, ma quête m'a mené au village reculé de la tribu Kwikuru. C'est une toute autre réalité. Un monde à part entière. L'archéologue Mike Eckenberger souhaite me faire prendre la mesure de l'histoire et de la complexité de la société Kwikuru. Il m'emmène pêcher. Ils ne consomment pratiquement pas de viande rouge issue des animaux de la forêt. C'est même un tabou. Ils se nourrissent essentiellement de poissons? Oui, toutes leurs protéines proviennent du poisson. Mais à certains moments de l'année, ils mangent aussi des sauterelles. Tiens, moi aussi j'adore ça. Nous parcourons un long chemin qui a commencé sur un sol sec, qui est ensuite devenu humide, puis très, très humide. Attention, ça glisse. Les Kwikuru sont des pêcheurs chevronnés. Ils utilisent les ressources de l'eau de différentes manières. J'espère qu'il y en aura. Apparemment, la pêche est bonne. À cette période de l'année, le meilleur moyen d'avoir du poisson, c'est d'utiliser les pièges. C'est plutôt une bonne prise, hein, c'est super. Ils ont construit de petits barrages, créant des retenues où le poisson est nombreux. On les sort du piège? Et voici notre dîner. Est-ce que ça représente vraiment une bonne prise? C'est bien, il m'a dit que son fils l'autre jour en a piégé 159 en une seule prise. En une seule prise? Oui, une seule. Jemur répare maintenant son piège. Il est évident que cette façon de pêcher témoigne d'un mode de vie stable et bien ancré. Ces retenues ont été construites avec soin. On peut donc supposer que les Kwikuru ne sont pas prêts à quitter la région. En fait, cette technique de pêche avec ces retenues est pratiquée depuis des centaines d'années. Mais le poisson ne représente qu'une partie du régime des Kwikuru. Ils cultivent différentes variétés de manioc. Il y a quelques ananas aussi. Un peu plus tard, Mike me fait visiter les cultures agricoles. Il s'avère que le manioc pousse très bien sur ce type de sol. Il y en a plusieurs variétés? Environ une quarantaine. Mike me confirme qu'on est bien en présence d'une société sédentaire et stable. Cette terre a été cultivée par de nombreuses générations. En fait, depuis des centaines d'années et depuis peut-être même 1000 ans. D'après ce qu'on voit ici, d'après la manière dont ils pêchent, il est clair qu'on a affaire à une civilisation plutôt avancée. Eh bien oui, ils cultivent quand même une grande variété de plantes et les récoltes sont nombreuses. C'est la preuve qu'ils maîtrisent parfaitement l'utilisation du sol. Ne vous y trompez pas, même si cet endroit ressemble à un maquis, ce n'en est pas un. En fait, c'est un ancien champ de manioc. Ah bon? Oui, Et maintenant, c'est quoi ces arbres? ce sont des arbres à piquis. Et tout à coup, je réalise que nous ne sommes pas dans un simple bois, mais dans un verger. Un verger de piquis. C'est un fruit qui ressemble à la goyave. Ce lopin de terre a été bien exploité. C'est un équilibre. C'est une forme d'évolution destinée à se nourrir.
C'est un équilibre créé par l'homme. Aujourd'hui, le village des Kwikuru n'est rien d'autre qu'un simple village. Mais se pourrait-il qu'une ville ait pu se tenir là à une époque, comme celle que Fawcett rêvait de retrouver? Se pourrait-il même que les Kwikuru y aient vécu? Fawcett ignorait presque tout des Kwikuru et de leur culture. Mais d'après ses recherches, il en arriva à la conclusion que la cité abandonnée de Z était forcément contenue dans leur territoire. C'est donc en 1925 que le colonel Percy Fawcett prit la décision de se diriger vers le territoire des Kwikuru. Il partit avec Jack, son fils, et l'ami de ce dernier, Raleigh Rimmel. Après 8 jours de marche exténuante, Fawcett s'arrêta à l'endroit qu'il baptisa le camp du cheval mort. Puis l'expédition se poursuivit en zone inconnue. Depuis le camp du cheval mort, notre expédition reprendra en direction du nord-est vers la rivière Shingu. Puis nous poursuivrons vers le nord, entre cette dernière et la rivière Araguaia. Fawcett était intimement convaincu que la cité perdue de Z se trouvait dans cette zone inexplorée du territoire Kwikuru. Il ne figurait jusqu'alors sur aucune carte. L'explorateur fit une photographie de Jack et Raleigh. Puis il écrivit une dépêche au Los Angeles Times. Nous allons entrer en territoire indien, avec tous les dangers que cela risque d'impliquer. C'est un pays rude et difficile à pénétrer. Je continuerai d'écrire quelques dépêches en espérant les envoyer de temps en temps par l'entremise d'Indiens amicaux. Mais je dois bien avouer que rien n'est moins sûr. Mais les deux guides refusèrent de poursuivre le voyage. Ils retournèrent à la civilisation avec une dépêche de Fawcett et la fameuse photographie. Puis le colonel Fawcett, Jack et Raleigh Rimmel reprirent leur voyage à travers la jungle et le territoire des Kwikuru. Plus personne n'entendrait parler d'eux. Plus je passe de temps avec les Kwikuru, plus j'espère en apprendre sur le destin de Fawcett. Mais pour cela, il me faut gagner leur confiance. Mike et moi sommes invités à l'intérieur du Kwakutu, un endroit réservé aux hommes situé au centre de la place. Les femmes n'y sont pas admises. Et les hommes se préparent pour une cérémonie spéciale. Tu peux m'en dire plus? Ce dessin symbolise un anaconda. Là-bas, cet homme est en train de peindre une tortue sur le dos de son ami. C'est une cérémonie dédiée à l'esprit du poisson. Les Kwikuru espèrent de cette façon qu'elle favorisera la pêche, qui est leur source principale de nourriture. C'est aussi pour eux l'occasion d'un moment festif. On s'amuse? Coiffé de sa toge en peau de jaguar, privilège du chef, Afukaka orchestre l'ensemble de la cérémonie. Le peuple Kwikuru bouleverse bon nombre de stéréotypes sur l'Amazonie. Au lieu de vivre en micro-société, ce peuple vit de façon sédentaire, dans un grand village. Ici, l'installation des Kwikuru remonte à plus de 30 ans. Cela soulève une question majeure. Se pourrait-il que dans des temps plus anciens, les Kwikuru aient vécu au sein d'une société encore plus avancée, comme par exemple dans une cité de pierre telle qu'elle fut décrite par Percy Fawcett? Je continue toujours dans le sillage du colonel Percy Fawcett et de son expédition à la recherche de la cité de Z. Mon périple m'a entraîné au cœur de la jungle, sur le territoire des Kwikuru. C'est à cet endroit que Fawcett espérait trouver la cité perdue. C'est aussi à cet endroit qu'il disparut mystérieusement. L'archéologue Mike Eckenberger souhaite me montrer quelque chose susceptible de m'éclairer sur la quête de Percy Fawcett. Nous nous dirigeons vers un endroit sacré pour les Kwikuru. C'est le lieu du jaguar, appelé Nokugu. Nous arrivons donc à l'emplacement de l'ancien village de l'ancienne communauté. Ici même? Ici même. Qu'est-ce qui nous le prouve? Tu as vu? Le terrain monte un petit peu. Oui, une petite dépression. Oui, d'accord. Bon, je redescends sur quelques mètres. Tu peux voir, le sol remonte un peu. C'est la limite du site archéologique. C'est aussi la limite de l'ancien village. Tu es à l'extérieur? Oui. Et moi à l'intérieur. Et tu es dans le village. Sois le bienvenu. Merci. Jetons un œil. En travaillant avec le chef Afukaka, Mike a découvert que cet endroit sacré est aussi un ancien lieu d'habitation.
On s'approche du centre du village? C'est exactement ça. Je suppose que c'est pourquoi il y a tant de restes de céramique. Encore une fois, on retrouve des quantités de tessons. On continue? On continue. Même si on a l'impression de marcher dans la jungle, nous nous trouvons à l'intérieur des limites de l'ancien village. Et ce village devait être vraiment gigantesque. Nous marchons à travers une clairière dans la forêt. Attention où tu mets les pieds. La végétation au sol est dense. Il y a des serpents? Non, pas de serpent. Tu me rassures. Pas au milieu d'une place. À l'emplacement de cette clairière, il y eut jadis une grande place circulaire. C'était la place centrale? Tout se passait sur la place. Les chefs y administraient le village, les gens s'y retrouvaient et y dansaient, comme nous l'avons vu dans le village d'aujourd'hui. Mais la plus importante découverte de Mike au milieu des années 90 n'a rien à voir avec cette place au fin fond de la jungle. Nous arrivons maintenant tout près de la tranchée que je voudrais te montrer. Le chef est déjà arrivé. Allons le saluer. Bonjour, chef. Heureux de vous revoir. Nous avons été rejoints par le chef Afukaka. Une tranchée? À première vue, l'importance du site ne saute pas aux yeux. Ce sera plus facile de te montrer si je descends à l'intérieur. J'y vais. Alors, explique-moi ce qu'on a là. C'est un fossé qu'on a creusé pour mettre en évidence l'ancienne palissade. Une palissade est un mur de défense en bois, comme on en trouvait autour des forts dans l'Ouest américain. Ici, Mike a découvert la preuve évidente de l'existence d'une palissade scindant l'ancienne ville de Nokugu. Observe bien à cet endroit. Le rouge, c'est la couleur naturelle du sol. Et tu peux aisément voir une transition sous ma main. Le sol sombre, avec dedans des morceaux de charbon, et le sol rouge. C'est la limite. Ils ont creusé exactement à cet endroit dans le sol naturel. Et pile au milieu des deux murs, ici, étaient dressés les troncs. Quel était le périmètre? Celui-ci devait vraisemblablement mesurer un peu plus d'1,5 km. Ils ont déplacé une quantité incroyable de terre. C'était un chantier énorme. Un travail énorme, bien au-delà de ce que tu as pu voir jusqu'ici, comme la construction des maisons ou la préparation des sols. On a ici la preuve que ces gens désiraient s'installer définitivement. C'est une construction permanente pour une installation à long terme. Et ils vécurent ici pendant des siècles. Voici la principale route qui part du village de Kwikuru en direction de l'ouest. C'est aussi la principale entrée du village. Il y a 500 ans, Nokugu possédait certes une énorme palissade en bois, mais de la ville partaient aussi plusieurs routes. 5000 personnes vivaient à Nokugu, en lien direct avec d'autres villes grâce à ces routes. Aujourd'hui, cette ancienne route sert de piste d'atterrissage. Et où allaient ces routes? Vers un endroit particulier? Oui, elles conduisaient à d'autres villages et à d'autres communautés. Plus nombreuses qu'aujourd'hui, celles-ci étaient reliées par un réseau routier important. Des routes qui, pour la plupart, étaient larges et quasiment rectilignes, comme celle où nous marchons, toi et moi. Mike a étudié des photographies satellites de la région, puis il a réalisé des dessins mettant en évidence les tracés des anciennes routes. Ici, on peut voir de façon assez distincte le plan général de ce réseau, partant de la place centrale de la communauté et se distribuant en croix. Puis, autour de cette communauté, on en distingue d'autres que l'on voit ici sur l'image, et toutes sont reliées par de larges routes. L'ensemble forme une agglomération urbaine, une métropole bien différente de celle que Fawcett avait en rêve. Sa cité était construite en pierre avec de grands bâtiments publics. La version proposée par Mike diffère quelque peu. Mais comment relier cette réalité-ci avec celle des cités perdues dans la jungle? Pour moi, une cité, c'est des gratte-ciel et des trottoirs. Et toi, tu m'affirmes que l'endroit où on se trouve, c'est une cité. Il faut que tu ouvres ton esprit à une idée différente de la cité. Ici, rien à voir avec ta vision européenne de la ville qui part d'un centre et s'étend peu à peu tout autour. Ici, c'est une forme différente d'urbanisme. Pense à Los Angeles où, d'une certaine façon, il n'y a pas un centre unique, mais plutôt un ensemble d'unités disséminées dans le paysage et reliées entre elles par un système complexe de routes. Il te faut garder à l'esprit que durant la période précolombienne, certaines de ces communautés étaient 10 ou 15 fois comme celles que tu vois ici.
Il y en avait 8 ou 10, reliées entre elles par un système routier sophistiqué. Nous avons ancré dans nos esprits le schéma des villes européennes avec leur centre unique. Ici, pas de centre unique, mais une ville étalée dans la campagne. Une urbanisation étendue plutôt que concentrée. Il y a 500 ans, avec une population comprise entre 2500 et 5000 personnes par complexe et 12 complexes reliés entre eux, cette métropolis comptait environ 60 000 habitants. Avec une population comparable à Londres ou Madrid à la même période, c'était une cité. Dissimulée dans la jungle, la cité de Z n'était peut-être qu'à quelques kilomètres du campement de Percy Fawcett. Mais il ne l'a jamais su. Percy Fawcett recherchait une ville européenne en pleine Amazonie. Il recherchait des bâtiments en pierre des pyramides. Ce qu'on trouve ici, c'est un urbanisme radicalement opposé à cette idée, très étiré et très peu concentré. On n'y trouve pas de centre unique. Aujourd'hui, un grand mystère demeure. Qu'est-il arrivé à Percy Fawcett? Il ne fut pas oublié, particulièrement par les Kwikuru. Ils le surnomment le colonel. J'ai débuté mon voyage en m'intéressant aux explorateurs européens et plus récemment au colonel Percy Fawcett. Est-ce que la communauté Kwikuru se souvient de cet homme? Mon père m'a rapporté un certain nombre d'histoires sur le passage du colonel ici. Savez-vous, ou bien des gens de votre communauté savent-ils ce qu'il était devenu de lui? D'après Afukaka, il se peut très bien qu'il ait été tué par des Indiens. Pas par les Kwikuru, mais peut-être par une autre tribu qu'il a sans doute rencontrée plus à l'est. Mais ils n'en savent pas plus. Beaucoup d'autres histoires circulent. L'une d'entre elles rapporte que Fawcett est lui-même devenu chef et qu'il a épousé une femme de sa tribu. Finalement, il n'aurait plus jamais voulu retourner à la civilisation. Une autre légende prétend qu'il fut retenu captif. Un explorateur a même affirmé qu'il aurait été victime des réducteurs de tête. Cependant, un indice témoigne de son expédition en Amazonie, son précieux altimètre qui est réapparu en 1933 et fut retourné à la Société royale de géographie à Londres. Quoi qu'il arrivât à Percy Fawcett, il fut un pionnier. Et ses croyances dans l'existence des cités perdues, telles qu'Aureliana en avait témoigné, se sont en fin de compte vérifiées, mais d'une façon qu'il n'aurait simplement pas imaginée. Il existe une société complexe et organisée chez le peuple Kwikuru. En d'autres temps, elle fut même encore plus avancée. Mais Fawcett, qui persistait à rechercher des cités de pierre, aurait-il admis l'évidence, quand bien même la preuve lui en aurait été fournie? Cette aventure a débuté par la recherche des cités perdues de l'Amazone. Ont-elles existé? D'après ce que j'ai appris, oui, elles ont existé, si l'on accepte de revoir un peu sa conception de ce qu'est une cité. Les cités perdues de l'Amazone ne furent pas tout à fait ce que Percy Fawcett et nous pensions. Cependant, elles possédaient les mêmes caractéristiques que d'autres cités partout ailleurs. La permanence, une population importante, des moyens adaptés pour se nourrir et surtout une élite politique. Mais le plus important de tout cela, c'est que ces nouvelles découvertes au cœur de la jungle pourraient bien être le début d'une nouvelle compréhension du passé de cette région du monde.